des internationales et des affaires publiques à la MMA. International, ça veut dire que la MMA, c'est une association globale qui est présente dans beaucoup de pays, et c'est moi qui fais les liens voilà, avec le global. Et puis les affaires publiques, on a des sujets privacy un petit peu, GDPR, privacy à venir, mais aussi des tendances parfois avec les plateformes, c'est le sujet dont je m'occupe à l'association. Et donc j'ai profité d'un voyage avec S4M, qui est la société pour laquelle je travaille au quotidien, qui est une plateforme de Right to Store, pour reprendre, alors c'est pas les tendances, on va dire, je vais vous partager les choses marquantes que j'ai vues durant ce salon. Je vais prendre ma petite dose d'abette. Alors, déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà, qui ont déjà fait le voyage, qui sont déjà allés sur ce salon? J'en ai un là, deux, très bien. Au moins, je ne vais pas faire trop de redites. Donc, c'est le salon, c'est un salon international du retail. Globalement, il n'y a pas plus gros comme salon professionnel sur le sujet. C'est vraiment international parce que on a un tiers des attendees qui sont, eux, non américains, alors que le marché américain est déjà un marché très important. Ça dure 3 jours, c'est tout, à chaque fois début janvier, ça commence un dimanche. C'est la 108e édition, parce qu'en fait, c'est le salon de l'association des retailers américains qui s'appelle NRF, et le salon lui-même s'appelle Geek Show. Et en fait, ils ont énormément d'événements. C'est une association très importante aux États-Unis. Voilà, 37 000 participants, beaucoup d'exposants évidemment, et de solutions technologiques qui sont présentes. Et puis ça a un petit coût quand même. Si vous êtes retailer, c'est super, vous pouvez avoir un pass à $0, vous n'assistez pas aux conférences. Par contre, il y a quand même un petit investissement, puisque si c'est pas le cas, c'est $2 000 le ticket. Vous pouvez aussi venir vendre de la NRF pour assister. Avec le billet d'avion, ça fait un petit budget quand même. Mais ça peut valoir le coup. Globalement, historiquement, la NRF, c'est quoi? C'est un salon professionnel des retailers. On trouve des sociétés qui vendent des caisses enregistreuses. Vous voyez ici, il y a comment on appelle ça, des balances pour fruits et légumes. Vous avez des enseignes. Voilà. Ça, c'est historiquement, c'est ce qu'on trouvait en fait depuis des années au NRF. Et en fait, aujourd'hui, c'est 99% de sociétés technologiques qui accompagnent les retailers dans leur transformation digitale. Et finalement, là, la partie dont on va parler aujourd'hui, de marketing mobile et puis globalement le marketing, c'est aussi une petite partie, parce que la transformation digitale des retailers, c'est encore plus lourd que seulement la transformation des investissements publicitaires. Donc, 10 choses marquantes que j'ai vues. Alors la première, c'est la présence française. Donc j'étais assez surpris. C'est vraiment un événement français. On a vu il y a un tiers des attendus qui sont étrangers. Là-dessus, il y a 800 Français. Donc ça veut dire que globalement, c'est quasiment un tiers des étrangers qui ne sont pas américains qui attendent dessus. Donc il y a plusieurs événements, voilà, à pas louper. Il y a la French Tech avec Business France qui a un booth, qui a tout un stand. Vous pouvez entre sociétés participer. Il y a toute une candidature pour avoir. Pour le coup, c'est pas onéreux, mais ça permet d'avoir cette présence sur place. Et en fait, vous pouvez vivre l'expérience NRF seulement pour le marché français. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas forcément pour rencontrer des Américains, pas du tout, pour vous internationaliser. Non, juste parce qu'en fait, les décideurs du retail sont là-bas, donc c'est intéressant d'y être, d'échanger avec vos compères si vous êtes un retailer, de rencontrer des sociétés technologiques parce que toute l'année vous êtes démarché, mais que là-bas vous avez pris du temps pour justement regarder. Et donc en fait, on se rend compte que c'est aussi un événement français. Et après, voilà, il y a même des soirées qui sont dédiées. Vous avez au cours celui-là de France le dimanche soir, ça fait 3 ans que cette soirée existe. Vous avez tous les retailers qui se retrouvent. Et puis, il y a aussi les French Founders qui organisent la Retail Party. Et là, pareil, c'est vraiment globalement tout cet écosystème qui pendant 3 jours se retrouve. Donc, vous pouvez aller à New York pour un événement français, c'est assez marrant. Voilà. C'est la première chose qui m'a marqué. Donc, c'est pas une tendance, la French Tech, mais c'est plutôt ce qui m'a marqué. Alors voilà. Ensuite, dans les choses qu'on voit beaucoup, donc il y a tout ce qui est autour de l'automatisation de la supply chain. Donc là, c'est vraiment comment les robots vont aider l'humain à automatiser. Donc comment je gère mes stocks, etc. Donc c'est beaucoup de robots autonomes que vous allez voir. Une vidéo que je vais activer, voilà, sur la préparation de commandes, tout ce qui se passe à l'arrière. Parce que pour offrir la meilleure expérience client, la plus fluide, en fait derrière, techniquement, c'est hyper lourd. Pouvoir livrer le jour même, le lendemain, etc. Ça implique une automatisation, une gestion des stocks parfaite. Et donc tout ça, on va retrouver tout ce type de sociétés qui aident à la transformation digitale, à la supply chain. Ensuite, il y a tout ce qui est autour de l'achat autonome. Donc ça, c'est vraiment
l'expérience fluide, je passe pas en caisse parce que c'est pénible, etc. Et donc là, on va avoir ce type de robot, vous commandez, on vous l'apporte, ou ça c'est sans doute là vous mettez votre carte qui va débloquer la porte, du coup il n'y a pas de. Ça ne repose pas sur la confiance, puisque ça repose sur une carte bleue, et tout ce qui est, si la personne cassait tout ou prenait tout ce qui est à l'intérieur, l'intégralité serait limitée. Donc là il va choisir, en fait à l'intérieur il y a des petits capteurs, il y a une caméra en haut, à droite et en bas. Quand il le prend, je vais filmer normalement l'espèce d'écran qui est sur la droite. Et là, vous retrouvez, hop, et là, vous retrouvez les deux produits qui ont été pris et qui sont automatiquement délivrés. Donc ça, franchement, c'est pas le truc le plus innovant. Je suis sûr qu'il y a 3 ans, potentiellement, il y a quelqu'un qui vous présentait ça. Ce qui est intéressant, c'est quand ça devient plus grand public et parce que la main avec le robot qui me donne un produit, bon voilà, je suis sûr qu'on aurait pu le voir il y a un certain moment. La question, c'est est-ce que d'un coup, ça rentre dans les usages et s'est développé à grande échelle dans les magasins? On a vu en France Monoprix avec Scan & Go, l'intégralité des Monoprix, je peux scanner moi-même et partir sans passage en caisse. Là, on rentre dans pas le pod d'innovation, mais quelque chose qui est fait à grande échelle. Et voilà, typiquement, là, quand c'est porté par des très grosses sociétés qui ont les moyens de le développer, les retailers prennent le risque de l'implémenter parce que c'est des gros investissements et on veut être sûr que ce ne soit pas un fiasco derrière. Et on arrive à ce niveau de maturité. 4, l'analytics in-store. Alors j'ai fait Wi-Fi parce qu'après je parle d'autres techno. Donc ça c'est marrant parce que c'est quelque chose qu'on connaît depuis quelques années même en France. Je pense qu'on a des startups qui sont membres de l'AMA, je pense à Retentive, je pense à FixUp, qui sont assez en point sur c'est tout ce qui est l'analytics. Donc je compte le trafic, mais je sais si les personnes au-delà de compter reviennent, donc si c'est des clients fidèles ou non, je regarde leur parcours, etc. Donc ça, ce qui m'a frappé, c'est qu'on le retrouve partout, mais vraiment, c'est sans doute les solutions qu'on voit le plus, et surtout, c'est les gros qui le portent. C'est ça qui, je pense, il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, c'était plutôt des startups qui poussaient ça, et là, en fait, c'est Bosch, c'est Samsung, c'est que des grosses solutions, en fait, qui, lors de vraiment l'installation des infrastructures, vont proposer dans leur pack directement ce genre de flux sur l'analytics. Donc ça, c'est Cisco, effectivement, parce que on voit, voilà, voici tous vos voici tous vos magasins dans le monde actuellement, avec 2300 au Mexique, 2700 aux États-Unis, et en direct, vous voyez effectivement toutes les personnes qui sont en train de rentrer dans les magasins, qui reviennent, etc. Pour la gestion d'une flotte et pas seulement de quelques magasins. Donc ça, c'est pas nouveau, le fait que ça soit de l'analytics in-store en Wi-Fi, c'est plus que d'un coup. En fait, c'est la norme. C'est-à-dire que quand je m'équipe, en général, mon provider de Wi-Fi, ça fait partie de son package. C'est un peu ce que j'ai remarqué ici. Ensuite, il y a tout ce qui est lié aux caméras. Et donc là, il y a 2 choses. Il y a la première, donc ça c'est Bosch qui le présentait. Donc en fait, vous mettez, je ne sais pas si on le voit là sur le plan, mais en fait, les petits points verts, c'est des caméras que vous mettez au plafond et vous en mettez plusieurs pour valider vraiment tout votre magasin. Et en fait, ça analyse les flux. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'après, vous avez j'avais qu'une seule main, un iPad qui, en réalité augmentée, vous montre vraiment le parcours et les heatmaps au sein de votre magasin pour mieux comprendre. Ça permet de savoir qu'effectivement, j'ai X% des gens qui vont à droite, à gauche, là où les gens restent là-dessus. Voilà, c'est l'idée d'utiliser la caméra. Ce qui est sans doute, et là c'est Bosch, donc encore c'est des gros équipements, des acteurs tech mondiaux qui présentent ça, c'est plus des startups. Et enfin, toujours sur le modèle de la caméra, ça va plus loin parce que, et ça là pour le coup c'est des startups qui le présentaient, on n'a pas vu de très gros. C'était tout ce qui était lié à la reconnaissance faciale, et là il y avait beaucoup de petits qui proposaient ça. Donc là par exemple c'est ma collègue, donc là c'est unknown, ça veut dire que c'est pas un client existant chez moi que je reconnais. Et c'est une femme qui a environ 30 ans, donc il y a une estimation. Alors le genre, à chaque fois, jamais il se trompe, j'ai remarqué, toujours homme-femme, etc. Par contre, sur l'âge, c'est plus, voilà, je sais pas, ma collègue, elle doit avoir une trentaine d'années, donc là, elle a écrit 30, c'est pas mal, donc 36, là, ça. 45, c'est un peu dur. Voilà. Mais bon, elle a les cheveux courts et elle est petite, et pourtant, ils n'ont pas dit que c'était un homme ou un enfant, donc c'est assez bien fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce qui est intéressant, c'est que derrière ça, ça fait comme des fiches, je reconnais si la personne vient, etc. Donc j'ai une notion de fidélité. Là où en Wi-Fi, c'est parce que je vois le même téléphone que si j'ai fait quelqu'un, là c'est en reconnaissant une tête.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que on prend le parcours qu'on a vu avant, droite, gauche, etc. Et je regarde si, de façon comportementale, les hommes et les femmes ou les différents âges se comportent différemment au sein de mon magasin. Donc là, je rentre dans un nouveau niveau de couche en termes d'analyse, un peu comme un e-commerçant aujourd'hui, effectivement, avec Google Analytics. Il y a une notion d'analyse socio-démo et je peux regarder s'il y a un comportement différent. Là, je rentre là-dedans. Alors, le truc le plus flippant que j'ai vu, c'est ça, à droite. Donc là, c'est une technique de reconnaissance faciale, mais pour lutter contre les vols. Donc c'est pour la sécurité. Et donc du coup, là, je pense que ça passerait pas trop en Europe du tout. C'est pas du tout le moment de sortir ça. Mais en gros, là, ce qu'il dit, c'est voilà, attention, réduction du risque de 34%, etc. Et globalement, là, ils mettent un exemple, ils disent voilà, c'est bon, Alex Wolf, attention, on l'a matché, il est documenté comme shoplifter, donc comme voleur en magasin. Donc c'est-à-dire que là, c'est pas quelqu'un qui a été reconnu par les cours en tant que voleur. C'est juste qu'un jour, dans un magasin, il a été pris et ou voir une caméra l'a vue, il n'a jamais été arrêté. Et donc on l'a documenté. Et on lui refuse l'accès pour ça. Vous imaginez, comme ça peut poser des problèmes compliqués de documentation des personnes. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, aux États-Unis, ils proposaient ce genre de solution. Vous voyez, ça, par contre, c'est vraiment, je pense, une nouveauté. C'est tout ce qui est à la reconnaissance faciale qui arrive. Est-ce que ça va être freiné pour des questions de privacy il faudra voir, mais voilà, il y a ce type de choses qui sont proposées. 7. Alors j'ai pu interroger, je vous dis, c'est aussi un événement français, et donc j'ai pu faire des entretiens avec ces trois retailers, dont deux du même groupe, un Casino, mais sur des Cyril Bourgois, qui est lui sur la transformation digitale de tout le groupe, et Pierre-Marie Devazel qui est sur Monoprix exclusivement, et enfin Conforama. Et donc en gros, Conforama expliquait que donc, juste pour faire l'historique, juste avant le début du NRF, il y avait deux annonces en France. Il y avait Leclerc qui annonçait ouvrir son drive piéton à Paris. Donc on savait que le drive piéton arrivait, mais le premier a été ouvert à Clichy. Donc je commande, c'est comme le drive, mais en fait c'est pour la ville, quoi. Je travaille en face, je fais mes courses en ligne et je vais le chercher. C'est une innovation retail en France. Et il y avait Monoprix. Régis Schultz, le président, qui a dit qu'il ne croyait pas à ce modèle, voilà, mais qui disait dans le même temps, et au fait, on annonce la fin de l'achat de prospectus papier. C'est un bouleversement, ça marque. Monoprix, en gros, dit j'ai 10 à 15% des investissements marketing et publicitaires aujourd'hui qui sont faits dans le catalogue papier et le prospectus. On les arrête, parce que l'année dernière, on a fait des tests, et on a trouvé des solutions à des alternatives digitales, donc globalement des acteurs de direct to store. Et donc, ça permet de tout l'année prochaine basculer sur des solutions digitales. Et donc, du coup, c'était un peu la réaction sur la partie, cette fois-ci, publicité et marketing, dont les gens parlaient là-bas. Et donc, il y a Romain Boulot, alors lui, il expliquait, qui est le CEO Digital Customer de Conforama, il expliquait que lui, pour le coup, par rapport à Monoprix, c'était pas 10 et 15%, le prospectus, c'était bien plus. Donc, je lui dis, mais bien plus, c'est-à-dire 25%, il m'a dit non, c'est encore plus, c'est-à-dire que c'est vraiment très important pour eux. Et que pourtant, il allait vers la fin du prospectus, il y avait des tests de grande ampleur qui étaient prévus, qui étaient en cours cette année, justement sur des régions et à grande échelle pour pouvoir faire le switch, que par contre, il dit, on ne va pas sur une fin aussi rapide et drastique, mais clairement, très progressivement et avec des grands, d'une façon significative, dans les 3 prochaines années, on va réduire considérablement ces investissements. Voilà. Casino, lui, c'était plutôt sous un angle de personnalisation. Vous voyez, côté média, ma conviction est qu'une grande partie des budgets va progressivement basculer sur le digital. L'imprimé publicitaire ne répond pas aux besoins de personnalisation de la promotion. Voilà. Lui, c'est parce qu'il se dit la data, c'est-à-dire que c'est plus personnalisé, et finalement, on a l'habitude aujourd'hui d'avoir la publicité ciblée. Quand je reçois quelque chose qui n'est pas du tout personnalisé dans la boîte, ça va pas. Et enfin, même constat chez Monoprix, qui faisait partie du groupe, puisqu'il devait annoncer la fin du prospectus. Et en fait, ils disent que globalement, au-delà du prospectus, le geofencing, c'est des vrais leviers, et qu'en fait, ce qu'ils appelaient avant la com locale, ça se déporte maintenant sur le mobile, puisque effectivement, quand je fais de l'affichage publicitaire, quand je fais de la radio, je le fais parce que c'est local, et là, je peux continuer à le faire grâce au web. 8, ça c'est sans doute le centre qui m'a le plus marqué, c'est Mastercard. Il y avait aussi Visa. Forcément, Mastercard, c'est un partenaire classique des retailers. C'est une solution de moyen de paiement voilà, en magasin. Mais c'est pas du tout pour ça qu'ils sont là. Ils sont là parce qu'ils proposent, vous voyez,
audience, data et mesure. Donc en gros, leur stand, c'était un stand advertising, publicitaire, donc vraiment marketing. Et ce qu'ils proposaient, c'est effectivement de cibler, d'activer ces clusters de data Mastercard sur tous leurs clients. C'est un panel qu'ils arrivent à reconstruire. Et donc en gros, on peut cibler effectivement les gens qui achètent chez mon concurrent, par exemple, ou des gens qui viennent souvent chez moi. Parce que j'ai pas forcément, quand je suis une marque, tout le monde n'a pas une carte de fidélité, mais beaucoup payent avec une carte bleue. Et puis, sans doute le plus intéressant, on le sait sur le Drive to Store, aujourd'hui on peut mesurer le trafic en magasin, le trafic incrémental, et c'est pour ça que on peut aller vers la fin du prospectus parce que j'ai une solution qui est mesurable et qui calcule de ROI. Et bien là, on a une mesure des ventes. C'est l'étape d'après. Aujourd'hui, c'est pas forcément en temps réel. Ça veut dire que autant les visites en magasin, on l'a en temps réel, on peut optimiser dessus. Autant là, c'est en fin de campagne. C'est déjà assez fort. J'ai mon chiffre d'affaires incrémental qui a été fait en magasin grâce à la mesure. Donc, on met un pixel de tracking du Mastercard, on va dire, et derrière, j'ai cette information. Donc ça, c'était assez, j'ai trouvé intéressant. Évidemment disponible qu'aux US, enfin, j'ai évidemment non, mais ils le lancent d'abord aux US, c'est pas disponible aujourd'hui en dehors de ce marché, mais évidemment ils ont l'intention de développer ça. 9, voilà, et ça c'était 9, c'était la Chine du coup. Il y avait la délégation chinoise hein, du coup qui était dans la France, c'était la deuxième, la Chine était la troisième et les Brésiliens c'était le deuxième, je crois, voilà. Et donc la Chine était là, c'était notamment lors de la soirée du consulat, il y a la fédération du retail chinois qui était invitée et qui parlait des tendances, il y avait Carrefour Chine aussi et JD.com. Et donc voilà, j'ai découvert pas mal de choses sur le marché du retail chinois et c'est marrant, en fait, je pense qu'il y a quelques années on allait à New York voilà, pour aller, les choses qui se font beaucoup c'est des store tours, vous allez, vous faites le tour de tous les flagships, de tous les magasins new-yorkais un peu innovants pour prendre des innovations, ça se fait beaucoup sur place. Là en fait, ça c'est toujours, hein, mais là le point c'était de dire, en fait, souvent dans les conversations on parlait de ce qui se fait en Chine, donc en fait c'est un événement mondial, donc c'est normal qu'aujourd'hui ça se passe là, mais globalement, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, et il y a énormément d'innovation sur ce marché, donne aussi des tendances. Et donc du coup, JD.com, il y avait quelques chiffres qui m'avaient, donc voilà, deuxième e-commerce chinois, 54 milliards de dollars. Alors déjà, hyper impressionnant, 90% des livraisons se font le jour même ou le lendemain. Donc on peut imaginer le défi logistique. Donc, la chance qu'ils ont eu, eux, c'est que globalement, ils ont commencé, enfin c'est from scratch, quoi. Donc quand ils lancent quelque chose, ils n'ont pas un legacy, un historique qui doivent reprendre que de la logistique qui est existante, et d'un coup, ils lancent quelque chose qui est très efficace. C'est comme ça qu'ils l'expliquaient. Et aussi que globalement, la technologie était vue comme une solution et pas quelque chose qui allait être compliqué, parce que globalement, ils ont un nombre de développeurs, voilà, il n'y a pas de tension sur le fait de comment on va lancer ce projet. Voilà, il y a des ressources largement à ces développeurs pour livrer tous les projets qu'on fait. Voilà. Et enfin, ça j'ai trouvé ça marrant, il y a JD.com qui a annoncé qu'ils avaient déjà livré 40 000 colis par drone. Et j'ignorais totalement. Et pourquoi? Parce qu'il y a le gouvernement chinois qui a ouvert une région, tout l'espace aérien de une région à JD.com pour qu'ils puissent expérimenter la livraison par drone. Voilà. Un peu qu'on a vu aux États-Unis, le Nevada qui avait ouvert aux voitures autonomes pour que, notamment Toledo puisse développer ces nouvelles technos. Bah, là, ils l'ont fait voilà, à grande échelle déjà là-bas. Donc, alors, juste pour info, c'est pas. Je ne reçois pas chez moi, hein, c'est pas dans mon jardin, ça arrive. En fait, il y a des bases, c'est plutôt qu'il y a le petit village où en fait il y a 2 livraisons dans la semaine. Et en fait, ce petit village, il a son espèce de relais JD où il y a le road qui vient le poster, c'est sécurisé, et après, il y a quelqu'un qui vient le distribuer dans la ville. C'est comme ça qu'ils le font aujourd'hui, c'est pas vraiment sur le toit d'un immeuble ou pas encore. Et enfin, j'ai pas trouvé de 10e tendance, donc voilà, merci.